c'est bon, c'est parti, tu peux y aller. D'accord. Donc, je vous propose maintenant d'aborder la question de la méthodologie. Alors, le point, c'est que peut-être parmi les auditeurs, il n'y a pas beaucoup de lycéens ce soir, mais ça pourra vous permettre de répondre peut-être à des questions de votre entourage et de leur dire que voilà, on aura enregistré des éléments qui donneront des éléments de réponse justement aux lycéens ou lycéennes qui parfois sont démunis à l'approche des premières dissertations à effectuer. Alors, une première idée, c'est que il faut bien dire aux jeunes qui préparent le bac qu'il faut bien lire les sujets, il faut bien le choisir. Ils ont le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. Ne pas partir avec des a priori. Même un sujet qui peut paraître ardu dans sa formulation peut être assez simple. Par exemple, si on a que peut-on savoir de soi, ça peut sembler difficile. Et en fait, lorsqu'on analyse le sujet, on va voir que des pistes vont s'ouvrir. Il faut aussi éviter de se précipiter sur le sujet qui pourrait paraître le plus simple, car il peut y avoir des pièges ou des ornières dont on n'a pas conscience tout de suite. Donc, toujours se demander, tiens, ce sujet, par exemple, l'homme dit quel animal, bien ce sujet, avec quel chapitre serait-il en lien? Est-ce que je vois des pistes? Est-ce que je vois des auteurs qui pourraient répondre ou pas? Donc, ne pas se précipiter sur un sujet, ne pas se précipiter ou exclure d'office le commentaire de texte. Il faut savoir que plus de la moitié des élèves prennent le commentaire de texte, souvent parce qu'ils n'ont pas eu la méthode pour la dissertation et qu'ils pensent que c'est plus facile. C'est une erreur. En fait, le commentaire de texte n'est pas si facile que cela. Et les meilleures notes sont souvent des notes de dissertation lorsque les élèves ont fait l'effort de structurer leur pensée et de l'argumenter. Alors, prenons l'hypothèse 1, je vais être assez rapide, par rapport au commentaire de texte. Alors, parce que je vais quand même l'évoquer un petit peu, et puis comme le document sera à l'écran, si plus tard des études veulent le récupérer, ils peuvent bien sûr, ils sont en accès libre une fois que je les ai mis comme ça sur ordinateur. Méthode du commentaire de texte. Juste bien comprendre qu'il y a deux aspects dans un commentaire de texte. Au monde, soit l'on va, enfin, soit il y a deux aspects. On va expliquer le texte, vous voyez, et on va discuter le texte. Voilà, ça c'est les grandes lignes qu'il faut comprendre. Et à partir de là, eh bien, vous avez compris qu'il y avait une explication de texte, une sorte d'explication linéaire qui va avoir lieu, et puis un commentaire, une discussion. Quand on fait une discussion ou un commentaire, c'est qu'on va essayer de cerner le problème dont il est question dans le texte, et on va l'éclairer avec d'autres philosophes, d'autres auteurs. Donc ça, c'est la partie qu'il faut bien comprendre. C'est que quand j'ai un commentaire de texte, je vais devoir faire une explication et une discussion. Et je peux dans ce cas-là avoir deux méthodes. Soit je vais associer l'explication et la discussion, soit je vais dissocier l'explication et la discussion. Je m'explique. Je vais pouvoir, enfin, j'ai deux possibilités de traiter le sujet. Soit je fais un premier choix, je dissocie explication et discussion. Je ferai une première partie où j'explique le texte de façon linéaire, paragraphe par paragraphe. J'explique les mots difficiles. Je donne la construction du texte, des paragraphes. J'explique tout simplement. Ça, c'est une première grande partie. Et puis, dans une deuxième partie, je vais élaborer une discussion en disant, ben voilà, je connais quelques éléments de cet auteur, voilà comment je peux mettre en lien avec ce que je sais de lui, ce qu'il a déjà dit, est-ce que c'est bizarre, est-ce que ça contredit ce que je sais, ou est-ce que ça, au contraire, ça l'affirme? Et puis, l'éclairage externe, ça va consister à montrer les liens entre cet auteur et d'autres auteurs que je connais. Si, par exemple, j'ai un texte sur la connaissance de soi, eh bien, je peux faire des liens avec Freud, peut-être, avec l'inconscient. Je peux faire des liens avec Descartes, le cogito. Je pense donc je suis. Je peux faire des liens avec Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, le commentaire de texte est quand même l'occasion, bien sûr, de montrer qu'on a une culture philosophique et qu'on va l'organiser pour montrer que ce texte apporte des éléments intéressants. Je veux apporter une précision importante ici, c'est que quand vous avez un texte, eh bien, vous pouvez soit montrer des éléments qui vont être complémentaires. Tiens, il y a des limites dans ce texte que j'ai, par exemple, de Freud. Il a oublié tel aspect, donc je vais compléter avec un autre auteur. Donc, tiens, cet aspect-là, il est oublié. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je peux apporter comme élément complémentaire? Je peux montrer que je connais des auteurs qui vont donner des éclairages parallèles, qui vont dans le même sens que lui. Par exemple, ça peut être la critique de la religion. Chez Freud ou chez Nietzsche, on a les deux cas, une critique de la religion. Donc, on montre que cet auteur est cautionné, appuyé par d'autres, que ça a du sens. Et puis, on peut aussi, dans la discussion, montrer que les auteurs s'opposent au texte que l'on a sous les yeux, de quelle manière ils s'opposent, quelles seraient les limites qui seraient montrées grâce à cette opposition. Voilà, voilà les grandes lignes. Et lorsque vous faites le choix d'une autre méthode, c'est-à-dire d'associer l'explication
et la discussion, donc c'est ce que je mets donc à l'écran, eh bien, vous allez faire peut-être 3 parties. S'il y a 3 parties dans votre texte, partie 1, partie 2, partie 3, et à chaque fois, bah, vous expliquez et vous discutez. C'est peut-être la méthodologie ou la méthode la plus stimulante. Le risque, c'est de donner trop de place à l'explication et d'oublier la discussion. On peut être embarqué dans l'explication de texte, les élèves savent bien faire en général, et oublier la discussion philosophique qui doit amener d'autres références. L'introduction et la conclusion. L'introduction, ben, amener quelques éléments concernant l'auteur, si on peut. Présenter le thème et la thèse. Quels sont les problèmes traités, quels sont les enjeux de ce texte. Vous pouvez montrer quel est le plan du texte que vous allez étudier. Et puis dans la conclusion, vous rappelez avec précision la thèse de l'auteur, vous rappelez les éclairages internes et externes que vous avez effectués, autrement dit les questions que vous êtes posées grâce à ce texte. Souvenez-vous avec Aristote que la philosophie est fille de l'étonnement. Et ce qu'on attend des élèves, quel que soit l'exercice qu'ils vont prendre, commentaire de texte ou dissertation, on attend d'eux qu'ils se posent des questions, qu'ils partent du principe que les choses ne vont pas de soi et qu'elles peuvent mériter questionnement. Voilà. Il faut veiller à disposer d'un fil conducteur, d'un déroulement logique, comme pour tout travail que l'on fait dans toute matière. Il faut essayer de ménager une progression, de faire des transitions, si possible, et des mini-conclusions. Voilà quelques éléments pour commenter le texte. Je commence par cet élément-là parce qu'on a tendance à négliger en pensant que c'est trop simple, et pourtant, c'est l'élément qui est le point de départ, car en philosophie, on étudie des textes. Alors, maintenant, la dissertation, qui est un élément important parce que vous savez que les élèves ont le choix entre un texte et 2 dissertations. Donc, ils ont 2 chances sur 3 quand même de prendre une dissertation d'un point de vue statistique, même si en réalité, beaucoup vont prendre le texte en guise de refuge. Alors, pour la dissertation, on va voir les objectifs avec la méthode du... pardon, alors, je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon document. Je reprends la dissertation. Alors, la méthode de dissertation, c'est qu'il s'agit de montrer que l'élève est capable de construire un raisonnement progressif et argumenté à partir d'une question qui reste large pour permettre au développement de points de vue différents. On ne demande pas à l'élève de parler à la première personne, c'est pas je pense, je sais que. On est quand même dans une construction. C'est un exercice qui est quand même assez technique, souvent en 3 parties, c'est ce qu'on préconise. Vous pouvez vous souvenir de Hegel, qui évoquait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, il y a des connaissances à apporter et une construction. Une construction, donc, avec une introduction, un développement et une conclusion. Quand vous avez un sujet, comment faut-il procéder? Eh bien, ce qui est important, c'est d'analyser le sujet. Alors, je vais vous montrer. Imaginons qu'on ait un sujet comme peut-on tout dire? Alors là, j'ai fait manuscrit pour être un peu dans le réel, justement. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, qui est très importante à dire à nos élèves, c'est d'analyser le sujet, de prendre le temps d'analyse. Quels sont les différents sens du verbe pouvoir? Là, vous voyez, j'essaie de mettre en évidence ici. Quand vous avez le verbe pouvoir, il y a 2 sens fondamentaux. Il y a la capacité, la permission, le droit. Quand vous dites je peux conduire une voiture, ça peut signifier que vous êtes capable de conduire une voiture, c'est passer des vitesses, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez la permission de conduire une voiture. Et on peut très bien imaginer que votre moniteur d'auto-école vous dise que vous pouvez conduire la voiture, il vous donne le volant, mais que le CRS vous dise que vous ne pouvez pas conduire la voiture parce que vous n'avez pas le droit. Donc 2 sens différents qui, vous voyez, vont donner une grande richesse au développement d'une question comme peut-on tout dire? Tout de suite, on voit qu'elle a la capacité. Est-ce qu'on est capable de? Est-ce qu'on a la permission, le droit de? Le on. Est-ce que ça désigne le je, moi, individuellement? Est-ce que ça veut dire certains hommes, des philosophes, des experts, des artistes? Ça dépend du sujet. Mais par exemple, peut-on apprécier une œuvre d'art? Le on, c'est qui? C'est le commun des mortels ou est-ce que c'est les artistes? Ça peut être les deux, justement. Peut-on, le on, est-ce que c'est tous les hommes? Est-ce que ça désigne l'universalité? Le tout, alors bien sûr, alors le tout, c'est le terme fourre-tout, justement. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans le tout? Les sensations, les émotions, les idées, les pensées, mensonges, tabous, justice, vérité absolue, Dieu et j'en passe. Mais le fait de l'analyse nous amène à voir la richesse du sujet. Et tout ce que je mets ici est bien dans le sujet. Ce ne sera pas hors sujet. Et pour le verbe dire, mettons exprimer, mais peut-être discuter. Est-ce qu'on peut discuter de tout? Peut-on de tout discuter? Est-ce qu'on peut dialoguer? Et peut-être qu'on pourrait faire une distinction entre discuter et dialoguer. Si le dialogue est une recherche en vérité, alors que la discussion peut être
futile ou juste le fait d'aborder le sujet. Ça, c'est l'analyse. On commence avec l'analyse. Et il va falloir ensuite construire des chemins de discussion. Et là, je vais faire appel à votre esprit de probabilité. C'est-à-dire que quand j'ai la notion de capacité, vous voyez, je peux construire au moins 3 chemins. Est-ce que je suis capable? Est-ce que certains, est-ce que nous sommes capables? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes sensations? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes émotions? Etc. Donc, le fait de faire une analyse vous permet de voir la multitude de possibilités qui s'offrent à vous dans le traitement du sujet. Vous allez voir la multitude de questions qui peuvent être élaborées. Et à partir de cela, les élèves vont pouvoir construire des chemins. Par exemple, capacité, moi, sensation, émotion, exprimer. Est-ce que je suis capable d'exprimer mes sensations? C'est dans le sujet. Et l'avantage de cette analyse en colonne, c'est d'éviter justement les hors-sujets. C'est pas euh, que signifie le verbe dire ou peut-on mentir. C'est ici, vous voyez, plus complet. J'ai le pouvoir, j'ai le on analysé, le tout et verbe dire. Un autre chemin, je les ai mis en couleur, je, pour le on, est-ce que j'ai la permission d'exprimer mes sensations, mes émotions? Une deuxième question, elle est dans le sujet, elle est différente, mais elle est elle aussi pertinente. Donc, quand j'ai un sujet de dissertation, je prends le temps de bien l'analyser. Je fais ensuite des chemins de réponse. Par exemple, là, j'en ai fait 2 avec vous en couleur, mais j'en ai encore d'autres ici. Je souligne une capacité. Tous les hommes, est-ce que tous les hommes sont capables de discuter de la vérité? Un autre chemin, capacité, expert, absolu et dialogue. Est-ce que des experts sont capables de dialoguer sur la question de Dieu? Alors, les experts, je connais les théologiens. Est-ce que les théologiens peuvent dialoguer sur la question de Dieu, peuvent venir aussi à discuter de Dieu? Vous voyez ici que cette analyse précise permet d'éviter leur sujet et de voir la multitude de questions qui se posent. Alors, plus l'analyse est précise, plus on démultiplie les questions. Là, ça fait 2 fois 3 fois, alors il y en a beaucoup, hein. 1, 2, 3, il y en a au moins 8. 2 fois 3 fois 8 fois 3. Je n'ai pas fait le calcul, mais vous voyez, ça fait beaucoup. En tout cas, ça nous donne une idée des pistes, des questions qui pourraient être élaborées. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va rassembler, en tout cas, l'élève va rassembler les questions qui sont pertinentes, pour lesquelles il aura des éléments de réponse. Il va noter, les références philosophiques qui lui viennent en tête pour construire un élément qui est très important, c'est le plan synoptique. Alors, qu'est-ce que le plan synoptique? Je me permets d'insister là-dessus. C'est en un regard observer différentes questions qu'on peut, enfin, dans un regard, voir le plan qu'on peut élaborer pour voir s'il est bien structuré, si on n'a rien oublié. Et plus les élèves vont faire ces phases de brouillon, de plan développé, plus ils vont pouvoir améliorer leur approche. On a beaucoup d'élèves qui vont trop vite se mettre à rédiger, par exemple au bout d'une heure et demie, et qui en rédigeant se rendent compte qu'ils oublient des choses, et donc ça devient déstructuré, ça n'a plus ni queue ni tête. Donc on évite cela en faisant un plan synoptique. Alors, j'y vais dans un instant. Je vais juste vous montrer donc de façon plus précise encore, comme ça les personnes qui sont sur Mensa pourront récupérer aussi le document. Alors là, il est en vert. Je vais tâcher de faire une rotation. Là, là je vous l'ai écrit de façon plus classique. Vous voyez, le sujet, peut-on tout dire? Bien, j'écris la réponse spontanée si je veux. Bon, j'analyse les termes. Là, je vous ai remis l'analyse plus claire, peut-être plus lisible de ce que j'ai vu tout à l'heure. Et puis là, je ne les ai pas écrites, mais toutes les questions que l'on va pouvoir élaborer suite à l'analyse du sujet. J'élabore des questions. Alors là, après, c'est un travail de classement. J'essaie de le regrouper par famille. Quelles sont les questions qui sont dans la même perspective? Sur la question, par exemple, de la capacité d'exprimer ce que l'on porte en soi, peut-être des questions autour des problèmes liés à cette expression, peut-être qu'il y a des limites du langage, les questions autour du droit. C'est là où l'élève, en fonction de ce qu'il va mettre en évidence, des références, va faire des familles, des groupes, des ensembles, qu'il va essayer il va essayer de reformuler pour donner un sens global et trouver normalement 3 grands ensembles qui vont être ces 3 grandes questions. Plus l'analyse est riche et fournie, moins il y a de discuter pour trouver 3 questions. Souvent, les élèves pensent à 2 questions, genre thèse, antithèse, ou le pour et le contre, mais on peut faire des choses beaucoup plus précises et riches que cela en fonction de l'analyse que l'on va mener. Alors, un plan synoptique. Exemple d'un plan synoptique, manuscrit. Alors là aussi, on va faire une rotation horaire. Voilà. Vous remarquez,
Alors, je suis très didactique parce que je m'adresse notamment à des élèves qui ont fait une dissertation. C'est des trucs très concrets, mais quand vous écrivez sur un recto, n'a jamais ce recto et verso, car vous allez devoir brasser des feuilles, donc vous les numérotez, et vous écrivez que sur le recto. Vous avez fait l'analyse sur un recto, vous avez fait regroupement de vos questions sur un recto, et vous faites votre plan synoptique sur un recto. Et pensez toujours à réécrire la question pour bien l'avoir en tête. Vous ne modifiez pas la question, vous avez bien en tête la question que vous allez traiter. Par exemple, ici, j'ai fait une première famille. Le langage ne permet-il pas aux êtres vivants de tout exprimer? J'écris, je structure en essayant d'aller du plus simple vers le plus compliqué, en m'appuyant sur mon cours, bien sûr, en m'appuyant sur ma réflexion, mais je mets les grandes lignes, c'est que je vois de quoi je vais parler. Plan synoptique. Mon grand 2. Le langage ne présente-t-il pas les imperfections, limitant sa capacité à tout dire? Langage trompeur et destructeur, on l'a vu chez Bergson tout à l'heure. Le langage au service de la manipulation, pensez aux sophistes, on les a vus avec Socrate. Le langage soumis à l'inconscient selon Freud, on l'a vu avec Freud. Donc cette question du langage, on l'a bien vu tout à l'heure, concernant des limites. Et puis une dernière partie, qu'avons-nous le droit de dire? Peut-on tout dire? Exprimer notre recherche de la vérité, on pourrait évoquer Socrate. Le devoir moral de se poser des questions, ce serait Alain. Alors Alain, on n'a pas vu la référence, mais il nous dit que l'inconscient, c'est celui qui ne se pose pas de questions de lui-même à lui-même, celui qui veut dire n'importe quoi. Et puis Kant, qui évoque l'impératif théorique avec l'obligation de dire la vérité. Je mets en place mes grandes idées. J'ai une vue globale. Est-ce que je me répète? Est-ce que j'ai des choses que j'oublie et je vais compléter? Alors là, je pourrais le faire en direct, on n'a pas trop de temps, mais quand vous avez 4 heures, vous devez passer 2 heures à préparer votre plan et vous gardez 2 heures pour rédiger. Et ça, normalement, tout se passera très bien comme ça. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à faire des traits, à biffer, à ajouter, pour être sûr d'avoir quelque chose d'assez complet. Et de jamais hésiter à modifier. Mini-conclusion, je reformule mon affirmation. Nous venons de montrer que le langage permettait aux êtres vivants de tout exprimer, et je rappelle mes grandes lignes. Et puis, j'essaie d'élaborer des transitions d'une partie 1 à la partie 2, une transition de la partie 2 à la partie 3, pour relier les idées, pour montrer qu'on ne passe pas du coq à l'âne, mais qu'il y a une continuité entre les 3 grandes parties que je développe. Donc ça, c'est un travail après de recherche, c'est un travail un peu littéraire aussi, mais dont on prend bien conscience en pensant à noter à chaque fois mi-conclusion et transition. Quelques éléments maintenant concernant l'introduction et la conclusion. Alors, je vais vous montrer une introduction. Peut-on tout dire? Lorsqu'on va faire une introduction, par exemple là, elle est rédigée, ce qui fait que vous pouvez aussi la récupérer pour ceux qui font des captures d'écran. Vous faites une amorce. L'amorce, elle amène le sujet. Vous voyez, le sujet, il est ici. Peut-on tout dire? Je reprends la gomme pour bien le montrer. Le sujet, peut-on tout dire, est là. D'accord? Mais avant, j'ai une amorce qui amène le sujet. C'est que je montre à mon lecteur, à mon correcteur, à ma correctrice, que ce sujet, il ne tombe pas du ciel, que j'ai choisi et qu'il est inscrit dans le réel. On dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants. Voudrait-il dire que les enfants dont le langage serait sans phare, donc sans maquillage, serait spontané, pourraient tout exprimer, tout saisir? Dans ce cas, cette capacité ne pourrait-elle pas concerner aussi les adultes? Alors, peut-on tout dire? Vous voyez, j'amène le sujet. Amorce, sujet. Une fois que j'ai fait cela, j'amène mon plan en 3 parties. Donc, les 3 parties que j'ai élaborées dans le plan synoptique, je vais les réutiliser ici pour poser mes 3 questions. On ne reformule pas le sujet. Je reprends le sujet tel quel. Il est reformulé dans le plan qui est présenté en 3 questions qui cernent chacune le sujet sous un certain angle. Dans un premier temps, vous voyez, j'explique bien ici que c'est ma première partie. Nous demanderons si le langage permet en effet aux êtres vivants de tout exprimer. Première partie. Néanmoins, de même que le langage nécessite un apprentissage et qu'un enfant n'est pas forcément apte à tout exprimer, le langage ne présente-t-il pas des imperfections limitant sa capacité à tout dire? Deuxième partie. Dans un premier temps, néanmoins. Enfin, dernière partie. Ne dit-on pas aux enfants qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose? Dans ce cas, une responsabilité et donc une dimension morale apparaissent. Alors pour finir, qu'avons-nous le droit de dire? Donc l'introduction, c'est très important. C'est la vitrine. Il fait que dès la lecture, le correcteur et la correctrice va avoir une idée de ce qui va se passer, de la qualité d'écriture, de la structuration de la pensée. Si par la suite l'élève était pris par le temps et qu'il accélérait, qu'il y a quelques défauts, ça deviendrait secondaire. Car si vous mettez en bonne condition votre lecteur et que vous avez fait l'effort de l'introduction,
bien construite, bien, le reste va, normalement, devrait être à l'avenant. Donc là, je déroule un peu le contenu pour que vous puissiez voir ou prendre une question d'écran si vous voulez par la suite, pour les personnes qui viendront par consulter le document. Donc, vous avez un développement, une mi-conclusion et une transition. Mi-conclusion, nous venons de voir que le langage expressif permettait d'exprimer les sensations. Le langage discursif, nos réflexions sur le juste et l'injuste, et que le langage rationnel était l'outil de l'expression de la vérité. Donc, peut-on tout dire? On vient de répondre à la question. Le langage sous ces trois formes sont donc capables de tout exprimer. Cependant, on fait la transition. En abordant le langage discursif, nous avons vu, il faut d'orthographe, pardon, une faute de frappe plutôt ici, que le sophiste pouvait défendre un point de vue et son contraire. Cela ne reflèterait-il pas une imperfection du langage? D'ailleurs, le langage exprime-t-il vraiment avec précision notre pensée et nos sensations? Donc, la transition vers le grand 2. Le langage ne prend-il pas d'imperfection limitant sa capacité à tout dire? Là, c'est le plan détaillé, d'accord, que l'élève, en général, n'a pas le temps d'écrire. Il a le temps de faire un plan synoptique le plus au fait possible, mais après, bien, on est dans la rédaction. Je vous montre ensuite la deuxième partie du plan sur le sujet peut-on tout dire. Donc là, on poursuit. Grand B, langage au siège du poids de la manipulation, soumis à l'inconscient. Ici, on trouve la mi-conclusion et la transition. La mi-conclusion doit nous rappeler ce qui a été dit. Nous venons de voir que le langage se présente en fait comme un outil bien imparfait qui ne permet pas vraiment de saisir nos sensations ou la réalité, en vue d'exprimer de façon propre et personnelle. Le langage est tellement malléable qui se prête au pouvoir, au contresens, et que même s'il apparaît comme outil privilégié de la psychanalyse, il ne demeure pas moins soumis à l'interprétation du psychanalyste, ce qui présente un risque d'erreur. Donc, peut-on tout dire? Bien, on vient de voir ici qu'il y a des limites à ce que l'on pouvait dire. Dans ce cas, si le langage est à ce point imparfait, devons-nous nous taire? Devons-nous taire ce que nous pensons? Sinon, à quelles conditions faut-il parler? Avons-nous le droit de tout dire? Transition. On peut poser plusieurs questions pour amener la partie suivante. Donc, partie 3, vous voyez qu'avons-nous le droit de dire? Partie A, B et C, donc là, je dis un peu étoffé. Ce qui est surtout intéressant, c'est de revoir la mini-conclusion, que je fais quand même pour la partie 3. Nous avons montré que le devoir du philosophe est de proclamer son humble recherche de la vérité. Allant plus loin, Alain évoque son devoir de démentir les erreurs et de critiquer les préjugés et la technique. Le devoir de dire la vérité en toutes circonstances trouve son aboutissement avec Kant à travers l'impératif catégorique. Voilà ma troisième mini-conclusion. Tout cela me permet de vous amener à la méthode de la conclusion. La conclusion finale, c'est très simple. Je reprends les trois mini-conclusions que j'ai faites de la partie 1, 2 et 3. Donc, je rappelle le sujet, d'accord? Conclusion. Donc, je rappelle le sujet. Nous nous sommes posé la question de savoir si nous pouvions tout dire. Donc, la question, c'est peut-on tout dire? Donc, si l'on pouvait tout dire. Et on reprend les trois mini-conclusions. Dans un premier temps, nous avons montré que, je prends une première mini-conclusion. Dans un deuxième temps, nous avons montré que, je prends la deuxième mini-conclusion. Et enfin, nous avons montré que, je prends ma troisième mini-conclusion. C'est tout simple. On fait un copier-coller en modifiant un petit peu les phrases pour montrer qu'on est quand même capable de changer un peu de style, d'améliorer. Mais c'est ça le principe. Et puis, si l'on peut, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin et puis de faire quelque chose d'encore plus stimulant à la lecture, c'est de faire une ouverture. L'ouverture, l'idéal, c'est de l'appuyer sur le dernier point que vous avez vu dans votre troisième partie. C'est une sorte de prolongement. Une façon de dire au correcteur, si on avait un peu de temps, on pourrait poursuivre et aborder des questions encore plus intéressantes ou aussi intéressantes que celles qu'on vient de traiter. Par exemple, ici, à la suite de la partie 3, Kant évoque le devoir absolu de dire la vérité lorsque nous sommes dans sa possession. Or, ce n'est-il pas en réalité utopique? Comme le suggère Peggy, qui déclare que la morale de Kant a les mains propres qu'elle n'a pas de main, ne devons-nous pas être plus pragmatiques et envisager notre action au cas par cas? Dans ce cas, le réalisme sonne-t-il le glas de toute philosophie et de toute morale idéaliste? Socrate a-t-il perdu face aux sophistes? Voilà, une ouverture assez ouverte et étoffée pour montrer différentes possibilités à partir d'une même dernière partie. Mais l'ouverture va donc nous ouvrir sur d'autres pistes de discussion et de réflexion. Voilà pour les grands éléments que je voulais vous donner. Il y aura certainement quelques questions. Par rapport aux questions que posent souvent les élèves, les citations sont utiles, évidemment, mais une dissertation, ce n'est pas une compilation de citations, ce n'est pas un catalogue. Il vaut mieux en avoir moins et bien les exploiter, plutôt que beaucoup et qui soient superficiels.
Il n'y a pas de longueur obligatoire, mais en général, une feuille double jour du bac pour 2 heures de dissertation, une feuille double un peu plus, voire 2 feuilles doubles, c'est une bonne moyenne. Un recto verso, c'est un peu court. Et puis, si c'est une dissertation fleuve de 10 feuilles doubles, ça peut commencer à être un peu étonnant, mais ça arrive aussi. Qu'est-ce que j'ai encore comme conseil pratique? Eh bien, de ne pas écrire trop serré lorsque les élèves rédigent leur dissertation pour le bac ou pour l'entraînement, et de bien faire le travail au brouillon, tel qu'on l'a évoqué, avec une feuille sur le recto, on travaille que sur des rectos, et une feuille pour l'analyse, une feuille pour l'élaboration des questions, une feuille pour le plan synoptique, et après une feuille pour chacune des parties lorsque vous essayez un peu de développer, et puis après, au bout de 2 heures, eh bien, vous vous lancez dans la rédaction. Alors, la maîtrise du temps, ça peut être utile. Donc, il est 20, donc on a encore un peu de temps. Et la passion du temps, eh bien, prenez le temps de réfléchir sur le sujet. Vous avez 3 sujets donc, de bien décortiquer. Le plan au brouillon, il y a 60 minutes, 1 heure. L'introduction, 15 minutes avant de l'écrire, c'est vraiment idéal. Le plan, donc 1 heure et demie pour rédiger le plan. Euh, et retour du devoir, 15 minutes. Il faut en tout cas toujours vérifier qu'on a réussi à terminer son devoir et qu'il y a une conclusion. On est pris par le temps, et bien on fait quand même la conclusion, quitte à abréger la dernière partie. Voilà pour les grandes lignes que je voulais vous présenter. Alors, peut-être y a-t-il des questions donc, de votre part. Donc, je redonne la parole à Agnès et Didier. Alors, on avait alors c'est une grande question en fait que tu pourras trouver dans le chat parce qu'elle est très bien tournée et la résumer, ça voudrait dire changer peut-être le sens de cette question, mais je peux te la lire. Hein, Donc, je me demandais quel était le but de Oui, la d'accord. dissertation. Tu la vois, c'est bon? Oui, d'accord. Mais tu peux lire en même temps si tu veux, Agnès, parce que Oui, je vais pour la lire l'obtenir en même temps. Voilà, connaissance. ouais. Alors, je me demandais quel était le but de la dissertation au lycée, présenter leurs connaissances et la confrontation de ces connaissances entre elles, ou bien répondre à la question à l'aide de leurs connaissances. Je demande car je rencontre beaucoup d'incompréhension des étudiants de première année sur la méthode de la dissertation. J'attends d'eux une vraie prise de position sur les sujets avec une idée générale à démontrer de façon rigoureuse dans tout le plan, et ils sont complètement perdus. Il reste focalisé sur réciter le cours de façon tout à fait neutre, en ayant de gros soucis d'analyse des sujets justement. D'accord. Alors là, c'est Alizé qui a écrit, je ne sais pas, qui enseigne, je crois, à la fac. Euh, C'est bien ce qu'elle disait. Hein. Parce que quand elle dit en première année, voilà, c'est Alizé. Ce n'est pas des aides oui, de lycée. Effectivement, alors, au lycée, on apprend aux élèves une méthodologie, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de leur transmettre une méthodologie et puis des connaissances. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, ça va être compliqué pour un élève de pouvoir répondre en 3 parties, en quelque chose d'étoffé et de complet, en 4 heures sur peut-on tout dire. D'où d'avoir des béquilles qui vont être pour marcher, pour répondre, qui vont être les références un peu classiques. Mais c'est vrai que lorsqu'ils vont être en première ou deuxième année de philosophie, en L1, L2, L3 et master, on leur demande aussi de réfléchir par eux-mêmes et d'organiser la réflexion autour d'un axe personnel. Donc, je crois que ça va être c'est l'enjeu pour eux de faire ce passage-là, car en terminale, souvent ils nous disent est-ce qu'on va penser par nous-mêmes? Je leur dis oui, mais d'abord il y a une boîte à outils, enfin il faut aussi maîtriser une boîte à outils, et plus vous la maîtrisez, plus vous pourrez par vous-même à un moment donné cheminer. Donc je comprends que ce soit difficile pour les élèves de première année s'ils ont été peut-être trop focalisés sur apprendre le cours, apprendre des citations et puis les restituer. Euh, Ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, enfin, c'est exactement ce que fait Alizé, hein, c'est de multiplier les analyses de sujets qui vont permettre de voir, enfin, qui permettent aux élèves de voir qu'un sujet est vraiment, on peut vraiment le traiter de façon très diverse et qui vont pouvoir euh, y mettre du leur dans le plan qu'ils vont élaborer. Je m'explique. Par exemple, si un sujet, la religion est-elle essentielle à l'homme, je peux quand même choisir des références variées, mais les agencer selon une façon qui me semble la plus appropriée selon ce que je veux montrer. Donc, c'est aussi une démonstration que l'on va soi-même mener. Mais elle sera d'autant plus riche que les élèves auront compris qu'il y a plein de façons de traiter le sujet et qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, mettre leur grain de sel dans la façon d'aborder le sujet et qu'on ne leur demande pas d'être des perroquets des grands philosophes classiques. Ils pensent avec ces philosophes classiques, mais c'est pas les philosophes classiques qui pensent à leur place. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Alizé ou si ça éclaire un petit peu sa demande, mais euh, c'est vrai que c'est parfois le point difficile auprès des élèves. Est-ce que
de la récitation de cours ou est-ce que c'est de la pensée personnelle? C'est un peu les deux, mais il faut trouver le juste milieu, comme dirait Aristote. Alors, Alizé répond, oui, oui, c'est parfait. Merci Alizé. Avez-vous d'autres questions? C'est bien, hein, tu t'es bien, Stéphane, bravo au niveau du timing. On a eu un petit peu peur au début. Et là, il est 24, c'est parfait. Bravo, bravo, c'est super bien rattrapé. Alors, attends. C'est voilà, Marianne qui demande s'il y aura d'autres. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Donc là, on pourra faire ceux qui manquent au répertoire, donc dont Rousseau que je n'avais pas mis de côté pour aujourd'hui. Mais bien sûr, si vous êtes intéressé, on pourra faire une session. Donc, ça c'est plus à voir avec Agnès sur la disponibilité, mais oui. ça peut être pertinent. Voilà, on peut s'organiser. Si vous êtes suffisamment nombreux, effectivement, on peut faire une session supplémentaire. C'est toujours très intéressant en fonction, effectivement, de nos disponibilités, de celles de Stéphane et des vôtres, bien sûr, vous, les participants. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une deuxième session. Vous pouvez déjà répondre dans le chat, d'ailleurs, si ça vous intéresserait d'avoir une deuxième session pour traiter d'autres cartes, ceux qui sont pour. Alors, Virginie, oui. Merci pour tous ces commentaires. C'est vraiment Geoffrey, avec grand plaisir que je reviendrai. Oui. tu lis au fur et à mesure les messages aussi, oui, Stéphane. Oui, après, on n'est pas très nombreux. Je suis sur le... Ouais. On n'est pas très nombreux, donc si vous voulez prendre la parole avec le son, vous pouvez, je pense. Hein. Là, ça ne virera pas à la cacophonie. Si certains ne veulent pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à diffuser le lien, je pense que Cagnès vous donnera après auprès des jeunes lycéens que vous connaissez ou qui peuvent être intéressés, parce que ça leur donnera après ça pourrait les intéresser lorsqu'on fera d'autres cartes, de pouvoir les découvrir avec vous. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'avec le bac, c'est en mars, hein, c'est ça, le bac philo? Alors, le bac philo, il est en juin. En fait, il s'ouvre le 18-19 juin, dans ces deux-là. Ouais, d'accord. Oui, c'est toujours en juin, oui, c'est vrai. Donc, je sais qu'il y a des épreuves anticipées maintenant, ça se fait en mars. Là, hier, ma fille a passé des épreuves de sport. Elle me dit jeudi soir, elle me dit demain, je passe mon bac de sport. Je dis pardon. c'est un petit peu décousu. Mais... Et puis, les SP vont être passés après les vacances de février. Oui, c'est ça, voilà, ça doit être ça. Alors, j'ai confondu avec ça. Ouais. Non, tu as tout à fait raison. C'est que le sport, c'est en plusieurs tranches, en fait. Mais chaque note compte pour le bac. C'est ça, il y avait 3 modules. Voilà, l'SP, c'est en février, mars, avril, je ne sais plus le temps, mais voilà. Ils vont avoir après des TP, des épreuves de langue. Ils ne vont pas arrêter à partir de février-mars. Les pauvres loulous. Ils n'ont pas l'esprit tranquille à partir de là. C'est ça, pas l'esprit tranquille. Et en même temps, par rapport à nous, à notre époque, où on ingurgitait tout sur une semaine avec 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, ou 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi. C'était quand même hyper intense sur une semaine en juin. Finalement, je ne sais pas ce qui, physiquement et nerveusement, est le plus adapté à l'organisme d'un lycéen. Je ne sais pas. C'est une vraie question, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Écoute, Didier, j'ai une petite dernière question. Virginie, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une dernière petite question. Bon, juste une parenthèse, c'était franchement génial. J'ai adoré. Donc, merci beaucoup et bravo. Merci. Mais bon, ma petite question, c'était comment ont été choisis les philosophes? Est-ce que c'est vraiment à partir du programme de terminale ou est-ce qu'il y a des philosophes qui sont... Voilà, combien il y en a, par exemple? Oui, comment ils ont été choisis, en fait? Oui, c'est une bonne question. Alors, ils ont été choisis en fonction du programme de terminale. Donc, tous les philosophes sont dans la liste officielle pour le bac français de philo. J'ai pris aussi ces 12 philosophes parce qu'il y a en général un nombre intéressant de textes dans les manuels. Vous avez toujours des textes de Bergson, vous avez toujours des textes de Descartes, de Kant, de Hegel, par exemple. Malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de textes de Hannah Arendt, pas beaucoup de textes de Simone Weil. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes, par exemple. Donc, j'ai pris 12 philosophes, des grands classiques, dont on trouve beaucoup de textes dans les manuels pour que les élèves puissent s'y retrouver. Voilà. Certains penseurs sont parfois considérés comme Socrate. On me demande parfois pourquoi j'ai mis comme philosophe alors qu'il n'a rien écrit. On a quand même un peu le précurseur, le modèle des philosophes d'après Merleau-Ponty, donc ça me semble important. Et puis, parfois, Freud n'est pas considéré toujours comme un philosophe, mais il entre dans ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, avec Marx et Nietzsche. Donc, je vais quand même laisser une place et puis ces éléments de culture générale importants. Donc, il y a des éléments de choix qui ont présidé à ces 12.
D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Écoute, merci beaucoup Stéphane, du fond du cœur. C'était très très intéressant comme toujours. Moi, c'est la 3e fois que je t'écoute et je ne m'en lasse pas, Oui, donc je suis un petit peu privilégiée. Des remerciements Merci, encore Agnès. sur le chat. Et puis, ben oui, écoute, pourquoi ne pas organiser une autre session pour les autres cartes. Didier, si tu es là, est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Je propose d'arrêter l'enregistrement tout de suite.